plutôt de Maître Almami Samori Traoré, un des avocats du Dr Mohamed Diané. Il est en direct. Maître Almami Samori Traoré, bonjour. Bonjour avocat et bonjour à vos millions d'auditeurs ainsi que vos chroniqueurs. Bienvenue. Allez, Manu. Maître, on a suivi hier cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a ordonné donc la mise en liberté de vos clients, mais aussi ordonné à l'État guinéen de les dédommager à hauteur de 10 000 $ chacun. Ouais. Dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu dans ce dossier devant la Cour de justice de la CEDEAO? Qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour que cette décision qui est tombée hier soit finalement en votre faveur? Merci Emmanuel. Je dirais simplement que c'est le droit qui a triomphé. Et si vous vous rappelez, nous avons toujours dénoncé les violations des droits fondamentaux et les plus élémentaires de nos clients. C'était la liberté d'aller et de revenir, et la confiscation des passeports, la procédure cavalière qui a été entreprise par le procureur spécial et qui a conduit à l'incarcération de nos clients, bien qu'ayant comparu libres devant les juges d'instruction qui les ont placés sous contrôle judiciaire, mais le parquet a demandé à ce qu'ils soient embarqués. Alors, nous avons estimé que, puisque nous avons fait tout devant nos juridictions, et bien entendu, les juges de la Cour de la CRIEF ont pris leurs responsabilités parce qu'ils ont quand même constaté ces violations-là et ordonné la mise en liberté. Mais sauf que, vous avez remarqué, le parquet faisait toujours des pourvois contre ces décisions-là et arrivé à la Cour suprême, qui est devenue aujourd'hui un blocus, dès que les dossiers qui sont à enjeu politique arrivent au niveau de la Cour suprême, alors on refuse systématiquement de dire le droit et nous avons estimé que puisque nous n'avons pas de répondant au niveau de la haute juridiction de notre pays, nous avons estimé qu'il fallait porter ces actions-là devant les juridictions les plus impartiales et les plus indépendantes pour que nous soyons enfin entendus. Et la Cour de la justice de la CEDEAO n'est pas passée par 1000 chemins. Oui. Elle a vérifié, vous savez, le droit c'est très simple. Est-ce que il y a eu violation des droits? Est-ce qu'on a, la junte et autres ont le droit de retirer aux citoyens guinéens leur passeport, les documents de voyage sans aucune décision de justice? Est-ce qu'il a le droit de geler les comptes bancaires sans décision de justice? Est-ce que le procureur avait le droit, conformément au droit interne de la Guinée, de changer le chemin de la procédure et en maintenant nos clients en détention sous prétexte que lui, il a fait appel contre une ordonnance de placement de nos clients sous contrôle judiciaire? Alors nous avons relevé tous ces cas de violation et je rappelle que la Cour de justice de la CEDEAO fait application des dispositions du droit interne et du droit international pour constater est-ce qu'il y a eu violation des droits de l'homme ou pas. Eh bien, la Cour est parvenue à ces conclusions-là. Nous dirons simplement que c'est le droit qui a été dit par des magistrats indépendants et c'est ce qui aurait pu être fait par notre Cour suprême, malheureusement qui n'a pas assumé sa responsabilité. Bien. Donc, est-ce que cette décision sonne chez vous comme un camouflet, tout simplement pour toute la justice guinéenne? Et particulièrement pour la Cour suprême? Effectivement. En fait, et pour nous, moi je pensais que, pour moi, cet honneur-là devait revenir aux magistrats de la Cour suprême. Ouais. Parce que tous les contentieux qui concernent, que ce soit Dr Diané, que ce soit Dr Kassori, et Oye Guilavogui, ces contentieux ont été portés devant elle. Et la Cour a systématiquement cassé les arrêts qui les ont mis en liberté ou déclaré certains sans objet. Et vous avez remarqué que le parquet a refusé d'exécuter une décision de la Cour suprême parce qu'elle n'était pas claire, ainsi de suite. Voyez-vous que si elle avait non pas, si vous voulez, essayé d'avoir des a priori, si nous mettons ces gens-là en liberté, que va penser en fait, par exemple, les autorités politiques? Elle devait simplement se contenter de dire le droit. Et hier, j'ai appris que le procureur spécial a fait une communication en disant que la décision qui a été rendue à la Cour de justice de la CEDEAO ne lui concerne pas et que ça opposerait nos clients à l'agent judiciaire de l'État. Oui. Je voudrais profiter de votre tribune pour le répondre. Allez-y. Je voudrais lui dire que l'agent judiciaire de l'État, son rôle, c'est de représenter l'État en défense et en demande
devant la justice. Et dans cette procédure-là, l'agent judiciaire de l'État était obligé de constituer avocat pour défendre l'État suite au comportement du procureur spécial. Oui. C'est le procureur spécial qui a entraîné la condamnation de l'État. Parce que je rappelle, dans l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, il est précisé, la Cour motive son arrêt en disant par exemple que le procureur spécial a violé la présomption d'innocence, en disant par exemple, en affirmant sur vos antennes, que lui, lorsqu'on lui a demandé les preuves, que lui, on se connaît en Guinée, il sait les Kastori, on les connaît, donc on sait qui est qui. Ça veut dire que lui, il avait déjà une idée préconçue, il avait ses preuves avec lui, qui dépendent des déclarations publiques et des préjugés. La Cour a estimé que ce comportement du procureur spécial violait le principe de la présomption d'innocence. Oui. Donc si l'État a été condamné, c'est parce que le procureur spécial s'est mal comporté avec ses services. Et je crois que c'est dommage. Une conséquence doit être tirée. Bien. Alors, venons-en maintenant, Maître Almami Samori Traoré, à la question que tout le monde se pose, celle relative à l'application ou l'applicabilité de cette décision. Comment on va y arriver? La Cour de justice de la CEDEAO dispose de quels moyens pour contraindre l'État guinéen à libérer les concernés? Écoutez, je réponds en deux volets. Le premier volet, c'est que est-ce que l'exécution d'une décision de justice doit poser problème? Si ça doit poser problème, alors nous ne sommes plus dans un état de droit. Alors ce qui nous a été vendu le 5 septembre par le colonel, c'est du vent. Tout le combat que mène M. Charles White, parce qu'en tant que ministre des droits de l'homme, si on ne peut pas exécuter une décision de justice parce que c'est tel ou tel autre citoyen, c'est qu'il ne faut plus espérer. Mais dans tous les cas, si la décision n'est pas exécutée, ils vont juger ces gens-là sans avocat. Parce que nous ne pouvons pas accompagner un blanchiment des procédures. Deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a des mécanismes internationaux, en tout cas au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Les citoyens que nos clients sont ne peuvent pas directement saisir la commission de la CEDEAO pour pouvoir demander l'application de la décision, mais on peut écrire à cette commission-là qui va écrire à l'État, et si l'État ne fait pas, il peut y avoir des mécanismes de sanctions de ce genre-là par rapport à la non-application de la décision. Mais nous estimons que, à moins que notre État ne soit un État voyou, un État qui ne veut pas se soumettre au droit, mais si l'État avait été obligé de constituer avocat devant cette juridiction-là, ça veut dire que l'État sait qu'il est justiciable, ouais, et que cette décision-là lui est applicable. Bien. Alors, en français facile, pour la compréhension de tout le monde, qu'est-ce qui devrait se passer au lendemain de l'annonce de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Qu'est-ce que l'État devrait, comment l'État devrait acter cette décision, l'appliquer en tout cas sur le terrain, pour faire libérer Doncas et compagnie? D'accord, c'est très simple. D'abord, je vais rappeler que l'article 19 du protocole additionnel relatif à cette cour-là précise clairement, donc en son alinéa 3, si je ne me trompe pas, qui dit clairement que les décisions de la Cour de la CEDEAO sont exécutoires immédiatement et nonobstant appel. Eh ben, ça veut dire que... Même en cas d'appel. Ça veut dire que cette décision-là est insusceptible d'appel, insusceptible de pourvoi en cassation. La décision de la Cour doit s'imposer immédiatement. Et la décision est contradictoire. L'article 62 également du règlement de procédure de la même Cour précise que l'arrêt de la Cour a force obligatoire. Donc, à compter de son prononcé, ça veut dire que à partir d'hier, nos clients devaient être immédiatement remis en liberté parce que c'était une procédure contradictoire. L'État était représenté au délibéré. Ça veut dire que l'État a déjà connaissance de la décision. Normalement, il ne devrait pas attendre que la décision lui soit notifiée pour que nos clients soient en liberté. Ils doivent être libérés immédiatement. Bien. Et on va notifier la décision à l'agent judiciaire de l'État et au procureur spécial pour qu'ils puissent mettre immédiatement nos clients en liberté. Bien. Donc, si on comprend bien, à l'heure qu'il fait, depuis hier d'ailleurs, on vient de l'entendre de vos bouches, de votre bouche plutôt, vos clients devaient, depuis hier, se retrouver à la maison. Effectivement. Bien. Alors, en cas de refus, qu'est-ce qui est prévu par la disposition de la Cour de justice de la CEDEAO? Non, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que nous, on a la possibilité d'écrire
à la commission de la CEDEAO qui va interpeller l'État. Et si ce n'est pas fait, il peut y avoir des mécanismes de sanction, mais ça, c'est à l'international. Mais à notre niveau, déjà, ce que nous avons prévu, c'est que dès la notification de l'arrêt à l'agent judiciaire de l'État et au procureur spécial, si nos clients ne sont pas libérés dans les 24 heures qui vont suivre, nous allons saisir le bâtonnier pour l'informer du refus d'exécution de la décision de justice. Et puisqu'il s'agit d'une question des droits de l'homme qui concerne également le barreau, on verra ce qui va se passer, mais nous ne participerons pas à un procès si la décision qui a mis en fait nos clients en liberté n'est pas exécutée. Allez. Voilà. Oui. Une question de curiosité. Combien de temps ce dossier a pris devant la cour de la CEDEAO? Je crois que c'est autour de 5 mois comme ça. 5 mois. Et vous avez rappelé ici que l'État était partie prenante au procès, représenté devant cette cour de la CEDEAO par ses avocats. L'État était effectivement représenté par deux. D'abord, l'État a envoyé un mémo en défense et le jour de l'audience, l'État a été représenté par 2 avocats choisis par l'agent judiciaire de l'État. Eh bien voilà. Allez, Maître Almami Samouri Traoré, un des avocats du Dr Mohamed Diani, ancien ministre d'État. Grand merci à vous, Maître. Merci pour votre disponibilité habituelle.